Chers amis, je suis très heureux aujourd'hui de nouveau vous accueillir sur le plateau de La pensée et les hommes. Pour cette émission, une émission peut-être un peu particulière par rapport aux thématiques que nous traitons d'ordinaire, deux personnalités que je n'hésiterai pas de qualifier d'hors du commun. Alors tout d'abord, le professeur Hugues Bersini, ingénieur physicien. Je suis mes notes parce que le curriculum vitae est impressionnant. Il dirige le laboratoire d'intelligence artificielle ici à l'ULB. Il est le créateur de l'Institut Fari et il est membre de l'Académie royale de Belgique. Alors je suis très heureux de l'accueillir sur ce plateau parce qu'un expert de cette taille, bien connu des médias, ce n'est pas rien sur le plateau de La pensée et les hommes pour parler d'un sujet qui est étroitement lié à un livre produit par notre autre invité, dont le curriculum vitae n'est pas moins impressionnant, Anthony Beauchamp, avocat, juriste ULB, doctorant ici même dans l'université, en matière également d'intelligence artificielle. Alors, l'objet qui nous réunit, c'est un code qui a été publié sous la direction d'Anthony Beauchamp, Code de la recherche et du développement technologique paru dans la prestigieuse maison juridique Larcier, et qui aborde finalement une thématique très contemporaine, c'est l'incidence de l'intelligence artificielle dans nos vies, rien de moins. Parce qu'en fait, au travers du droit, c'est quand même une tentative de régulation de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos vies. Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander la question peut-être qui tue. Comment est-ce que vous définiriez l'un et l'autre l'intelligence artificielle ? Alors, bon, l'intelligence artificielle a toujours eu comme vocation de produire des logiciels, ou des softwares, comme disaient les Anglais, très inspirés du fonctionnement cognitif humain. Donc, la source d'inspiration, c'est notre manière de penser, nos manières d'agir, nos manières de créer, nos manières d'apprendre. Et on s'en inspire pour faire des logiciels. Alors, depuis les années 50, c'est la vocation de l'intelligence artificielle. Disons que les technologies sont passées de ce qu'on appelait l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire celle qui s'inspirait le plus de nos mécanismes de cognition, de raisonnement. On appelait ça à l'époque les systèmes experts. Et puis, depuis 20 ans, il y a une autre tendance qui a pris le dessus, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Et donc, ce sont des technologies d'intelligence artificielle qui se servent des expériences humaines et qui essaient de reproduire, si vous voulez, ce qui fonde ces expériences humaines. Donc, par exemple, on a des logiciels aujourd'hui qui savent reconnaître des visages, par exemple, ce qu'on ne savait pas faire il y a une trentaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on s'est servi des bases de données d'hommes capables de reconnaître des visages. On a des intelligences artificielles qui composent, qui créent, en se servant des compositions et des créations humaines. Mais l'idée, c'est vraiment toujours la même, c'est d'essayer de reproduire jusqu'à parfois dépasser, exceller les capacités cognitives humaines. Pour ma part, je définirais comme un juriste que l'intelligence artificielle s'inscrit en creux par rapport à l'intelligence naturelle. Et le droit adore raisonner par catégorie, et souvent même par véritable opposition. On parle de personnes naturelles, nous, êtres humains, sujets de droit, et puis nous avons des fictions juridiques. Et c'est assez intéressant de voir que l'intelligence artificielle n'a pas encore reçu, dans un système juridique de droit positif, c'est-à-dire de droit qui s'applique aujourd'hui sur un territoire donné de notre planète, de définition. Il y en a une effectivement qui sera consacrée bientôt dans un règlement européen. Mais c'est véritablement ce lien aussi avec la machine. C'est la différence effectivement entre nous, êtres humains, êtres vivants, et puis ce lien avec la machine qui est lui-même, elle-même, plutôt le produit de l'activité humaine. Alors, on parle d'éthique. Bon, c'est un mot qui évidemment recouvre de très vastes champs de la pensée, parfois aussi entretient un certain flou. Comment vous définiriez la notion d'éthique dans son rapport peut-être aussi à l'intelligence artificielle, mais enfin, en un premier temps, qu'est-ce que vous entendez par éthique ? Je dirais, l'éthique, c'est un ensemble de considérations, avant tout de valeurs, de valeurs et de principes. Alors, il y a une distinction à opérer, évidemment, entre les deux. Les systèmes de valeurs que l'on se donne sont des systèmes qui peuvent être relatifs selon les sociétés considérées, encore qu'il y ait effectivement une recherche, et je crois une tendance, une aspiration à l'universalité. Les principes que l'on se donne aussi, ce sont des lignes de conduite. Et je dirais que l'éthique, c'est véritablement ce qui va toucher au plus profond, finalement, de ce que les êtres humains et les sociétés vont vouloir préserver, parfois sanctuariser. Mais je dirais que l'éthique a véritablement cette approche-là.
Avec l'intelligence artificielle, je vais vous donner quelques exemples qui touchent justement aux aspects éthiques de leur mise en œuvre. Quand vous utilisez des intelligences artificielles pour, par exemple, effectuer des diagnostics médicaux, on sait que l'intelligence artificielle Excel, par exemple, remplacera peut-être demain les radiologues pour diagnostiquer un cancer et le faire mieux justement que le radiologue. Bon, on voit mal ce qui pourrait, si vous voulez, impacter négativement la société ou l'être humain. C'est un peu pareil aussi quand vous utilisez votre GPS pour vous rendre le plus vite possible à destination. Là, ce sont des logiciels qui influent nos comportements, mais qui essaient de le faire pour un mieux, c'est-à-dire pour qu'on puisse en bénéficier. Le gros problème apparaît quand vous utilisez des intelligences artificielles, en fait, pour vous servir d'une certaine manière, mais que, comme on dit en fait en théorie des jeux, que malheureusement, quand vous combinez toutes ces intelligences artificielles, ça a un impact très négatif sur la société. Typiquement, pour vous donner un exemple, les algorithmes de recommandation, quand on vous conseille des films sur Netflix, bon, c'est pas trop dommageable, mais quand on commence à vous polariser sur ce que les psychologues appellent les biais de confirmation, c'est-à-dire vous avez des idées négatives ou de mauvaises idées ou des idées fausses sur certains aspects de la réalité, et que l'intelligence artificielle, je dirais, cautionne ce type d'idées parce que ne vous diffuse que des informations, si vous voulez, qui s'alignent avec votre manière de voir le jour, là on sait qu'il y a des effets extrêmement négatifs. Donc vous visez par là, par exemple, admettons, j'ai une propension à défendre des idées d'extrême droite, pour prendre un sujet un peu bateau. Donc je tape régulièrement sur Internet pour voir un peu comment fonctionnent mes idoles respectives à ce niveau-là. Et je suis brusquement assailli d'une série de, entre guillemets, publicités qui me renvoient systématiquement vers des sites qui corroborent mes opinions, dans ce cas-là, disons-le, qui sont quand même très douteux sur le plan politique. Voilà, c'est ça. Ça vous satisfait d'une certaine manière personnellement, mais on sait bien que l'effet, si vous voulez, global sur la société, c'est malheureusement les risques de confrontation, les risques de polarisation, toutes les sphères complotistes qui ne font que s'alimenter. Alors là, on voit bien que c'est des algorithmes qui... On dit qu'ils vous visent, qui vous profilent, qui essayent de vous cibler, oui, c'est ça. Mais l'effet sur la société est extrêmement néfaste. Oui. Et donc là, il y a des considérations éthiques qui voient le jour, bien sûr. Alors vous dites néfaste, mais néfaste en quoi ? Néfaste sur le plan de la propagation des idéologies par exemple mortifères. Néfaste, par exemple... parce que ça amènerait des personnes à faire des achats compulsifs de façon plus fréquente ? Oui, c'est ça. Vous avez déjà souligné deux aspects négatifs. Je dirais qu'on sait, il y a des statistiques qui le corroborent, que par exemple, des prises de position comme celle du Brexit, l'élection de Trump, ou justement la poussée de l'extrême droite dans nos sociétés, entre guillemets, démocratiques occidentales, sont dans une partie qui reste encore à mesurer, mais on sait qu'il y a une lourde charge sur l'intelligence artificielle. Oui. D'accord. Donc vraiment, l'enjeu est à la fois politique et en même temps concret également dans nos vies quotidiennes. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce que vous avez dit sur l'éthique est intéressant, mais je vais un peu aller vous chercher plus avant dans le propos. Bon, on distingue souvent l'éthique et la morale. La morale a une dimension plutôt particulière, locale. L'éthique a une dimension universelle. Mais comment peut-on aujourd'hui imaginer encadrer un processus mondial comme le développement de l'intelligence artificielle, peut-être le spécialiste dirait des intelligences artificielles, comment oserait-on faire ça sur le plan mondial et espérer sur le plan mondial une éthique, alors que manifestement il faudrait s'entendre d'une façon telle entre nations qu'on ne peut imaginer ça avant des décennies. Alors, je pense que sur ce plan-là, aujourd'hui, la situation est malheureusement peut-être plus compliquée qu'elle ne l'était il y a quelques décennies. Et c'est ce que je couvre notamment dans le Code, où on a en droit international public, humanitaire, des textes qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, qui a quand même été un moment pivot aussi dans l'histoire de notre humanité, où il y a eu un consensus assez global à l'époque sur la protection de certains aspects de la vie humaine. L'interdiction de la torture, la liberté d'expression aussi qui était consacrée, liberté de recherche. Aujourd'hui, le cas des institutions internationales, et les Nations Unies en particulier, ne permet, on l'observe malheureusement plus, de dégager un tel consensus. Je suis assez pessimiste sur l'idée qu'on pourrait adopter au niveau mondial un texte général qui encadrerait l'intelligence artificielle dans la mesure où il y a aussi des enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, on voit l'Union européenne qui se profile comme évidemment un acteur de premier plan sur l'encadrement juridique de l'intelligence artificielle,
Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a des enjeux géopolitiques assez importants, des divergences de vues. Et je prendrai un exemple, puisqu'on parle effectivement de la question de l'influence et des libertés. La Chine, on sait très bien, fonctionne avec un système de crédit social. L'Union européenne, dans son futur règlement, interdit l'usage de l'intelligence artificielle pour mener des opérations d'évaluation de crédit social des citoyens, c'est-à-dire que l'on va véritablement, en fonction de comportements observés, y compris par des systèmes de surveillance électronique, évaluer qu'une personne qui aurait le malheur de laisser tomber un papier par terre, eh bien, perdrait des points de crédit social et se verrait privé. Je vous interromps sur un point, parce que j'ai eu l'honneur d'aller enseigner en Chine. Ça va extrêmement loin. Par exemple, pour que ceux qui nous écoutent mesurent la portée de cela, si par exemple je perds mon crédit social parce que j'ai, comme vous le dites, un comportement incivique récurrent ou un comportement jugé incivique par des propos que je pourrais tenir, qui sont des propos trop critiques par rapport au pouvoir, je perds ce crédit et par exemple, je ne peux pas prendre de train. Donc ça va très loin, hein. Donc ce n'est pas quelque chose dont on pourrait dire vous recevez entre guillemets, une sanction morale ou bien vous recevez une amende. Non, ça va très loin, ça entrave même votre liberté de mouvement. Concrètement, je ne peux pas acheter un billet de train, je ne peux pas me déplacer d'une ville à l'autre. Il y a une série de manœuvres qui me sont interdites puisque tout se gère via le numérique. Oui, c'est tout le problème de la qualité de, je dirais, technologie à double usage. C'est qu'il y a un usage qui peut être tout à fait civil, pacifique, et puis évidemment, il y a certains usages qui peuvent être détournés à des fins, y compris politiques, et même, voire même militaires, et tout à fait néfastes. Et malheureusement, en tout cas, je crains qu'on ne pourra pas dégager à court terme un consensus général, en tout cas dans le cas d'institutions internationales. Alors, sur les aspects justement de manipulation des comportements, c'est... Bien sûr, il y a tous les aspects négatifs que nous avons entrevus, mais il y a aussi une chance d'utiliser, il y a une possibilité, une potentialité évidemment. Alors c'est pour ça qu'on a créé un institut sur Bruxelles qui s'appelle FARI, qui est de mettre en place des outils qui d'une certaine manière entravent, formatent, conditionnent un peu nos comportements, mais le font pour des objectifs sociétaux qui sont clairement définis et puis qui peuvent être tout à fait bénéfiques. Alors par exemple, dans l'institut en question, on travaille sur des aides à la consommation électrique ou la consommation d'eau, en essayant évidemment d'un peu diminuer cette consommation, mais d'une façon qui soit, parce que les gros principes, si vous voulez, qui sont actuellement édictés par la Commission européenne, et il y a beaucoup de déclarations pour une IA éthique, pour une IA qui fait le bien commun, mais souvent, ces déclarations sont émaillées de termes relativement flous, donc transparence, équité, non-discrimination, etc. Mais ça, c'est très bien de les énoncer, mais dans les faits, ça veut dire quoi ? Déjà, la transparence, ça veut dire quoi, un logiciel transparent ? L'équité, quel niveau d'équité ? Discrimination, comment, etc. Donc, ce qu'on a décidé de mettre en place dans cet institut, c'est une expérience assez unique dont Bruxelles peut s'enorgueillir. Ce qu'on essaie de mettre dans cet institut, c'est des logiciels qui, de fait, aident les citoyens à mieux vivre, mais pour des objectifs collectifs qui ont été débattus par les citoyens et sur lesquels ils se sont alignés. Donc, par exemple, en matière de consommation d'électricité, vous pouvez décider d'un commun accord que vous n'allez pas charger votre voiture en même temps, ou que vous n'allez pas faire la lessive en même temps. Et une fois que vous vous êtes mis d'accord, on le met dans un algorithme d'intelligence artificielle. À la différence du crédit social qui vous est imposé, dont vous n'avez pas débattu, qui est évidemment une mesure extrêmement contraignante pour un gouvernement dont évidemment la nature démocratique peut être très débattue, mais nous, c'est acquis, les citoyens adhèrent à cela, comprennent exactement à quelle sauce algorithmique ils sont mangés, et je pense que c'est une chance aussi pour les menaces et la complexité du monde actuel. Ouais. Dans quel sens une chance, donc ? Parce que de fait, il va falloir modifier il va falloir, par exemple, si vous prenez la menace du réchauffement climatique, on sait bien qu'il va falloir modifier nos comportements de façon drastique. On ne pourra plus consommer de la manière dont on consomme, que ce soit la viande, que ce soit les vols d'avion, que ce soit la voiture. Il y a des modifications drastiques de nos comportements qui sont absolument indispensables si on veut, de fait, satisfaire les objectifs de diminution de ce réchauffement. Et à la différence de ce que fait la Chine, qui a des moyens extrêmement violents et coercitifs pour modifier nos comportements, l'idée de FARI, c'est de modifier ces comportements, mais d'une façon de fait qui respecte, mais très pratiquement, les principes qui
qu'on trouve présents dans les chartes éthiques de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des logiciels compréhensibles par les citoyens qui seront, si vous voulez, sujets de ces logiciels et qui seront aussi débattus par eux. On l'a vu, je vais terminer très rapidement là-dessus, en période de Covid, on a vu l'invasion des algorithmes pour formater nos comportements, si vous vous rappelez, le tracing, le QR code pour entrer dans les établissements publics. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème, sans parler du fait de la mise en œuvre de ces logiciels par les GAFAM, puisque c'était Google et Apple qui étaient derrière tout cela. Donc on a vraiment pensé l'Institut à l'aune du Covid pour justement mieux, si vous voulez, pondre, mieux réaliser ces algorithmes qui ont une incidence quand même terrible sur le comportement des gens. Donc on peut dire que cet institut, c'est aussi quelque chose qui résulte d'un mouvement citoyen. Tout à fait, bien sûr. Alors, une question que j'aurais posée aux juristes, parce qu'il y a une chose qui est, je trouve, très perturbante pour le citoyen lambda, dont je fais partie en matière de droit, c'est que les législations, en général, dans nos régions, sont relativement bien conçues. Quand on lit des articles de droit, je ne parle pas dans des domaines spécifiques du droit fiscal ou autre, ou c'est de l'ingénierie, mais dans des domaines qui touchent un peu l'humain de façon directe, on peut se reconnaître, quand on est un citoyen un peu éclairé, assez facilement dans ce qui est permis et ce qui est interdit. Mais la mise en application de cela semble quelque chose qui est particulièrement difficile et problématique. Alors, on incrimine l'absence de moyens de la justice, etc., etc. Mais comment est-ce que vous voyez, comme juriste, la possibilité d'encadrer, alors cette fois-ci même au niveau européen, l'intelligence artificielle, mais de façon relativement concrète, de façon à ce que ça génère des effets, et pas uniquement dans cette espèce de projection parfois un peu à la Potemkin, hein, une façade, qu'a peine le droit pour nous donner bonne conscience, et puis derrière, il ne se passe rien. Alors, on a aujourd'hui effectivement un règlement qui sera adopté dans le courant de l'année 2024 et dont les dispositions les plus tardives seront effectivement d'application dans 2 ans. Il y a une gradation dans le temps. Ce règlement, je dois dire, pêche par des réflexes assez classiques. C'est-à-dire qu'il fait appel à la fois à une réglementation de l'autorité, mais aussi à des codes de conduite. Il y a toujours cette mantra selon laquelle on aura une autorégulation qui sera possible, et qui, selon moi, n'a pas souvent fourni de preuves dans d'autres domaines, et je pense notamment dans le domaine du droit de la consommation. Cependant, et c'est évidemment un privilège d'avoir évidemment un spécialiste des intelligences artificielles à mes côtés ici, ce que ce règlement suppose, c'est que l'on aura suffisamment de spécialistes aussi pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions qui sont prévues. En ce sens que ce règlement interdit certaines formes d'intelligence artificielle de manière absolue, en estimant notamment celles qui permettent le crédit social, seront interdites. Mais on a ensuite une zone grise avec des systèmes d'intelligence artificielle dits à haut risque ou à risque minimum, et qui nécessiteront un contrôle par des autorités de surveillance, et y compris des autorités de certification qui sont de nature privée et qui se voient déléguer des missions de contrôle public. Et il est vrai que dans les critiques qui ont été adressées par rapport à ce règlement, c'est que l'on doit aujourd'hui, et peut-être de manière accélérée, former beaucoup plus de spécialistes qui seront capables, en réalité, d'occuper les places dans ces organismes de surveillance et également de certification. Et je crois que c'est un enjeu qui a peut-être été sous-estimé, en tout cas par les législateurs européens, d'avoir voulu reproduire des mécanismes bien connus dans d'autres domaines, et je pense notamment aux dispositifs médicaux. On a exactement le même genre d'approche, mais en ne mesurant pas la disponibilité des experts. Et c'est un enjeu qui sera, je crois, crucial pour que ce règlement ne soit pas effectivement simplement une déclaration de principe, mais véritablement puisse avoir un certain succès. Et je crois que récemment, l'Union européenne a pu en avoir un avec le fameux règlement général sur la protection des données à caractère personnel, qui a été souvent décrié, et je pense aussi outre-Atlantique, comme quoi cela freinerait la circulation de l'information et des données, mais qui a montré que l'Union européenne pouvait aussi être un acteur qui guide véritablement l'évolution des technologies, puisque ce règlement a des effets, ce qu'on appelle extraterritoriaux. Il ne suffit pas d'être basé dans l'Union européenne pour devoir s'y conformer. Dès lors que l'on veut commercialiser des services dans l'Union européenne, on doit évidemment suivre les dispositions du règlement. Et c'est là aussi où le poids de notre Union européenne peut être un facteur positif, dans la mesure où nous sommes quand même
évidemment un marché très important au niveau planétaire et il est assez difficile d'imaginer que les acteurs de l'innovation technologique qui ne soient pas européens véritablement contournent l'Union européenne. L'Union européenne reste malgré tout un marché important et c'est là, je crois, où aussi le législateur européen utilise ce poids économique au-delà des questions politiques. Mais je crois qu'il y a évidemment une nécessité d'avoir des expertises et assez d'experts, mais qui sont aussi formés par le professeur, évidemment, ici à mes côtés. Je crois que ce règlement, à mon avis, pour qu'il ait une véritable efficacité, il va falloir faire montre de grande flexibilité, de grande adaptativité, puisque de fait, énoncer, par exemple, dire qu'on ne peut pas, via des algorithmes, je dirais, aller jusqu'à formater les comportements, évidemment, le crédit social, c'est l'extrême, mais on voit bien que déjà des algorithmes existent. Si vous prenez en Belgique le décret inscription, ça décide de l'école que vos enfants vont fréquenter. En France, il y a Parcoursup qui décide de... Donc il y a déjà un ensemble d'algorithmes de formatage des comportements. Et donc en fait, c'est pareil quand on parle de reconnaissance faciale. La Commission européenne est en train d'interdire toute forme de reconnaissance faciale. On voit bien qu'en France, avec l'arrivée des JO, il y a une frontière très très floue entre les caméras dites intelligentes et leur capacité à pouvoir reconnaître d'éventuels terroristes. Et donc on sait bien que dans certains lieux publics, pourquoi pas utiliser la reconnaissance faciale, mais de fait très très encadré, etc. Donc cette flexibilité, cette adaptativité dont je parlais, je pense qu'elle sera de fait, à mon avis, réalisée par des organismes de contrôle dans lesquels les citoyens, c'est pour ça que je reviens sur cette partie très très importante, c'est-à-dire que les citoyens sont actuellement tellement menottés par ces algorithmes que je pense qu'ils doivent prendre une part beaucoup plus prenante dans la compréhension de ces algorithmes, jusqu'à éventuellement participer de leur écriture. Hein. Dans l'Institut, on parle d'un projet qui s'appelle City Code, c'est-à-dire les citoyens codeurs, c'est-à-dire qui comprennent beaucoup mieux la façon dont ces logiciels fonctionnent, et vous l'avez dit, des juristes, des experts. Mais comme il y a une transformation actuellement vraiment du pouvoir exécutif, c'est-à-dire que les algorithmes ont une efficacité exécutoire qui est beaucoup plus importante que les pouvoirs humains, puisque par exemple, si je prends toujours le détecteur d'alcool, on peut aujourd'hui mettre des détecteurs d'alcool au volant des voitures qui empêchent la voiture de démarrer si vous rentrez avec une haleine un peu embuée. La loi vous interdit de conduire en état d'ivresse. L'algorithme peut réellement exécuter la loi. C'est ce que les philosophes appellent code in law, c'est-à-dire que l'algorithme devient l'exécuteur de la loi. Mais c'est une modification quand même radicale du pouvoir exécutif. Donc je pense que cette modification-là doit entraîner dans sa suite aussi une modification du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire. Donc il faut redéfinir aussi la légitimité de ces algorithmes. Et en Belgique, on est assez fiers de toutes les expérimentations de démocratie participative. Pourquoi ne pas rajouter à ces expérimentations des participations beaucoup plus importantes du citoyen dans la compréhension du code? Mais pour terminer en 2 mots, ça demande aussi une formation. Et là, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très vrai. C'est qu'il y a vraiment un défaut de formation dans ces technologies à tout niveau éducationnel en Belgique, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire et dans les universités. On n'enseigne pas suffisamment, on ne sensibilise pas suffisamment les citoyens au fonctionnement de ces logiciels. Il y a une question qui vient aussi à l'esprit en vous écoutant, parce que c'est quand même assez passionnant. On utilise tout le temps les mots technologie. Hein. Alors moi, si je devais raisonner via ma petite formation de philosophe, je dirais, oui, la technologie, bon, évidemment, a toujours de tout temps été réversible. Hein. En 1588, on interdit l'usage de l'arbalète parce qu'on estime que c'est trop dangereux. Enfin bon, hein, puis on voit si c'est dangereux, pas dangereux, et après coup, les choses s'intègrent, etc. Donc on a une vision comme ça. L'homme, finalement, reste maître de la chose. Est-ce exact? Est-ce que nous employons encore le mot technologie dans le même sens aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une évolution telle qu'il y a un endroit où la définition même du mot technologie est en train de changer. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à une idée comme celle-là? Je dirais que cela m'inspire les écrits de Gunther Anders, qui est un philosophe, premier mari d'Hannah Arendt, qui dans les années 50 a écrit cet ouvrage « L'obsolescence de l'homme ». L'entrée dans l'âge atomique a, je crois, effectivement bouleversé nos catégories, puisqu'effectivement on a une capacité de l'être humain qui a touché même à la capacité de détruire sa propre existence, à une échelle effectivement sans précédent, contrairement aux arbalètes qui effectivement sont encore aujourd'hui utilisées pour des raisons sportives et même parfois folkloriques. Et je crois que Anders disait très justement, on est entré dans un âge où la technologie véritablement touche à cette obsession parfois assez curieuse de l'homme de vouloir se remplacer lui-même.
Et je crois que par rapport à l'intelligence artificielle, on a véritablement aussi cette peur qui existe. Et la littérature, le cinéma de fiction ont vraiment aussi contribué à déjà préparer nos catégories mentales par rapport à cela, à cette idée que l'homme sera dépassé, supplanté par des formes de technologie qui échappent aussi à tout contrôle, avec cette capacité de la technologie d'en générer elle-même. Et effectivement, je crois qu'on est entré dans, en tout cas par rapport à certaines formes de technologies, à des technologies qui peuvent elles-mêmes, en tout cas, en générer d'autres. Alors il y a eu véritablement un peu ce mythe d'ordinateurs qui dialoguent entre eux et qu'effectivement qui échappent à tout entendement humain et qui échappent à tout contrôle. Ce n'était pas le cas. L'exemple qui a été donné il y a quelques années dans la presse était assez caricatural, mais on retrouve souvent cette obsession, en tout cas. Je crois qu'un jour, la technologie va nous échapper, mais on parle beaucoup de l'accélération technologique et du fameux point de singularité, ce moment auquel, évidemment, on arrivera à un dépassement tel que l'être humain ne serait plus capable de maîtriser la technologie. Mais il est vrai qu'on a une accélération aussi des connaissances dans le domaine scientifique, et je crois que le professeur l'a déjà bien souligné. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que la technologie fait partie de l'évolution de nos sociétés, de la définition même de ce qu'est le vivre ensemble. On voit bien à quel point Internet, les smartphones, donc ces technologies quand même relativement récentes, modifient considérablement en profondeur même le faire société, si vous voulez. Et donc l'intelligence artificielle arrive avec des propositions technologiques dont depuis quelques années, je dirais, la radicalité ne fait que s'amplifier. Et pour n'en citer qu'un, le dernier, c'est ChatGPT, qui de fait, nous sommes tous professeurs universitaires, qui est en train de bouleverser quand même vraiment fondamentalement le fonctionnement même et la définition même de nos universités. Si on prend les missions fondamentales des universités que sont par exemple l'enseignement et la recherche, ChatGPT devient un interlocuteur incontournable. Et si nous ne l'utilisons pas, les étudiants de toute façon l'utilisent à 100%. Donc ça redéfinit vraiment profondément, comme jamais auparavant, la notion même de ce qu'est une université. Mais c'est ça, c'est ce côté en boucle de la technologie qui à la fois est pensé par nous, clairement, mais qui en même temps, d'un certain côté, donne l'impression de nous penser et de par ces algorithmes, de facto, influence nos comportements. Ça, c'est indéniable. Donc on a là quelque chose quand même qui est davantage que simplement une façon d'encadrer une nouvelle technologie. C'est pour ça que nous, la Pensée des Hommes, souhaitait vraiment saluer l'arrivée de ce code de la recherche et du développement technologique chez Larcier, parce que ça va être un outil, à mon avis, incomparable pour permettre non seulement aux juristes, mais aussi aux scientifiques, dans le domaine même de l'intelligence artificielle, de comprendre ce qui se passe véritablement et de voir comment l'encadrer. Et il est clair aussi qu'un projet comme celui-là va être un projet très dynamique, parce que vu l'évolution très rapide de l'intelligence artificielle, il est certain qu'il faudra très rapidement amender ces textes et amener d'autres dimensions. Donc je trouve tout à fait passionnant, et ça donne à notre pensée les hommes, parfois très philosophique, fort intéressés par l'histoire, par l'Antiquité, par la Renaissance. Ça donne une dimension beaucoup plus contemporaine, et je retiens quand même une proposition qui a été faite implicitement, une émission tout de même sur ChatGPT. Ça va quand même être fort intéressant ici à la Pensée les hommes, et j'espère vous revoir tout bientôt. Chers amis, je suis vraiment très heureux d'avoir partagé ce moment avec ces deux savants, et j'espère que ça va vous donner à penser, et j'espère que vous serez avec nous bientôt pour une nouvelle émission sur ChatGPT. À bientôt.